Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Comment réussir son divorce? C'est une question importante quand on sait que plus de 45% des couples mariés finissent par se séparer. Alors pour en parler, nous sommes avec Aurélie Bouvier. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes notaire. Bonsoir. Dites-moi, est-ce qu'on a forcément besoin d'un notaire pour divorcer ? Il est toujours intéressant de prendre attache auprès d'un notaire, même si vous n'avez pas un patrimoine d'une importance notable. C'est toujours très important de prendre ne serait-ce que les conseils auprès d'un notaire pour pouvoir mesurer les enjeux financiers de la rupture. Les divorces représentent une grosse partie de votre activité ? C'est pas l'essentiel du cœur d'activité de notaire, mais oui, je dirais en temps passé, ça représente peut-être à peu près 20% de l'activité de nos études. Et le notaire est quand même le conseil privilégié des familles tout au long de leur vie, y compris au cours des moments difficiles que sont les séparations. Et justement, on en parlera tout au long de cette émission. Est également avec nous par téléphone Katia Chemin-Normandin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille à Clermont-Ferrand. Dites-moi aujourd'hui, pourquoi vos clients divorcent-ils en règle générale ? Alors le plus souvent, c'est par mésentente au sein du couple. Mais maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir des griefs pour divorcer. Donc, la plupart du temps, on ne sait pas exactement les raisons. Il y a aussi le fait que certains partent vers d'autres partenaires. Et combien de temps prend la procédure de divorce ? Alors, tout dépend du type de procédure, parce qu'on a une procédure qui peut être judiciaire et une procédure devant notaire. Donc, la procédure devant notaire est cadrée dans des délais très stricts. Donc là, en 3 mois, on peut effectivement être divorcé. Lorsqu'on passe devant un juge, si tout le monde est d'accord, on peut être divorcé en 4-5 mois. D'accord. Si par contre c'est la guerre, on peut partir pour des années. Et combien coûte un divorce en moyenne ? Alors, il n'y a pas d'honoraires, puisqu'en fait, nos honoraires sont libres en tant que profession libérale. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas se divorcer, dans une fourchette entre 1 000 et 5 000 euros, je pense. Merci. On va faire un point avec Céline Aubert-Aigret. Bonsoir Céline. Bonsoir Olivia. Combien sommes-nous à divorcer chaque année ? Eh bien Olivia, en France, on dénombre en moyenne 130 000 divorces par an. Ce sont les chiffres de l'INSEE en 2017, contre 44 000 dans les années 70. Autre chiffre marquant, en France, 45% des mariages finissent par un divorce. C'est un taux important qui est plus élevé encore quand on habite dans une grande ville comme Paris, Marseille ou Lyon. Et au bout de combien de temps divorce-t-on en moyenne ? Alors d'après le ministère de la Justice, cette fois, les mariages cassent généralement au bout de 15 ans. Mais attention Olivia, c'est pas une fatalité, c'est pas une date de péremption, c'est plutôt une moyenne. Les hommes ont alors environ 43 ans et les femmes 41 ans. D'après l'INSEE, cette fois, le divorce pèse plus sur les femmes qui subissent jusqu'à plus de 19% de perte de niveau de vie. Les hommes, c'est plutôt 2,5%. Ça veut dire que le divorce peut précariser ou fragiliser une femme. Alors comment on fait, maître Chemin-Normandin, pour lutter contre cela ? Alors, de toute façon, un divorce en amont, ça se prépare. Il faut effectivement envisager toutes les conséquences financières d'un divorce. Alors après, il existe dans la loi des moyens comme le calcul d'une prestation compensatoire, la liquidation de communauté qui peuvent effectivement apporter un besoin une aide financière à la femme. Et il y a également la pension alimentaire qui maintenant est recouvrée par la CAF avec un système qui intervient directement et on ne passe pas plus, on n'est plus en relation directe avec le débiteur de la pension alimentaire, ce qui fait qu'on est sûr qu'elle soit payée. Donc maintenant, ça veut dire, maître, que si la pension alimentaire n'est pas versée, on a toujours ce recours-là ? C'est ce que je comprends à propos de l'avocat, effectivement, et c'est un gros plus pour notamment les épouses qui, comme le disait votre collègue, sont très souvent les plus pénalisées dans ce système où elles devaient auparavant aller chercher la pension auprès de leur ex-mari. Et quand il n'y a plus ou pas d'enfants à charge, est-ce qu'on a droit tout de même à une pension, surtout si on est une femme qui n'a pas de revenus ? Alors oui, je parle sous le contrôle de l'avocate qui m'entend, mais il ne faut pas confondre la pension alimentaire qui est versée au conjoint dans le cadre de ce qu'on appelle les mesures provisoires, c'est-à-dire les mesures temporaires qui sont mises en place par le juge entre le moment où l'instance en divorce commence et le moment où le divorce va être prononcé, avec ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est une mesure d'ordre patrimonial qui est mise en place justement précisément pour compenser la perte de qualité de vie que supporte généralement l'épouse, il faut bien le dire, à l'issue d'un partage de communauté ou de séparation de biens. Maître Katia Chemin-Normandin, est-ce que vous constatez beaucoup d'impayés de pensions alimentaires, pardon ? Oui, alors il y en avait énormément.
Mais maintenant, il y a un dispositif donc avec la CAF qui s'appelle l'ARIPA, qui permet effectivement, même si le débiteur n'a même pas à être en défaillance, maintenant c'est mentionné dans le jugement, sauf si les époux s'y opposent, c'est automatiquement la CAF qui prend le relais. Et ça simplifie effectivement la tâche de la plupart des femmes qui étaient en situation de précarité du fait du non-recouvrement de la pension alimentaire. Aurélie Bouvier, question pratique à présent. Je suis mariée sous le régime de la communauté des biens et je suis en cours de divorce. Est-ce que le fait de récupérer un bien que je souhaite récupérer engrange des frais ? Oui, bien sûr. Tout partage de communauté va supposer donc de rencontrer le notaire pour justement la liquidation de votre régime matrimonial. Et si vous voulez vous faire attribuer un bien que vous avez acheté en commun avec votre mari ou avec votre épouse, effectivement, il va falloir supporter les frais de partage qui ont été fort heureusement réduits par l'administration fiscale au cours des dernières années, mais qui restent cependant assez importants. C'est-à-dire Oui, il faut compter, je pense, pas loin de entre 2 et 3%, tout compris, de la valeur du bien. Donc c'est quand même pas neutre. Il faut bien anticiper sur cette question avant toute séparation. Et si je suis mariée sous le régime de la communauté des biens, toujours, j'ai hérité d'une importante somme d'argent que j'ai utilisée pour acheter une maison en commun avec mon époux ou mon épouse. Si nous divorçons, est-ce que je récupère mon argent ? Alors, de par la loi, oui. La question que vous posez, on l'a tous les jours dans nos études. C'est d'ailleurs l'un des principaux motifs de dispute, je dirais, entre les ex-époux qui essayent de mettre en place un partage de communauté. La loi dit clairement que celui qui a reçu de l'argent de famille, qui l'investit dans un achat commun, a le droit de le récupérer. C'est ce qu'on appelle un droit à récompense. La difficulté maintenant en pratique, c'est une difficulté de preuve. Et malheureusement, plus le temps s'écoule entre le moment où vous investissez cet argent familial et où vous partagez la communauté, plus il sera difficile de pouvoir récupérer cette somme si vous n'avez pas pris quelques précautions au moment de l'acquisition devant notaire pour déclarer cette somme personnelle investie. Katia, Chemin Normandin, j'imagine que c'est cet argent qui fait que les procédures sont longues. Il y a souvent, effectivement, les époux se déchirent beaucoup sur le plan financier, et puis il y a aussi des disputes sur la résidence principale des enfants. Ça, c'est aussi les deux points qui sont quand même souvent discutés devant un magistrat ou devant nous. Alors avant de parler justement de la garde des enfants, est-ce que vous nous conseillez, parce que si je comprends bien, c'est quand même plus simple de se marier sous le régime de la séparation des biens en fait, ou pas? Pour se marier sur un régime, tout dépend. La séparation des biens, ça sous-entendrait quand même que c'est un couple qui va de toute façon avoir un patrimoine. Il y a plein de situations. Heureusement, le couple n'a pas de patrimoine du tout, donc il n'y a pas utilité non plus d'aller souscrire un contrat de séparation. Vous partagez le même avis. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, s'il n'y a rien, il n'y a rien. La séparation des biens a toutefois le mérite d'une certaine simplicité, pour peu que les époux aient bien joué le jeu de la séparation des biens. Si vous êtes sous séparation des biens, mais que vous mettez vos revenus sur un compte joint, ce sera extrêmement compliqué de détricoter, entre guillemets, le fil en cas de litige avec votre conjoint. Donc la séparation des biens, elle a l'avantage de la simplicité pour la séparation des patrimoines. En revanche, eu égard à la garde des enfants, ça ne change absolument rien. Le sujet est totalement différent. Avant d'en reparler, on va revenir vers Céline. Il a fallu passer par de nombreux remaniements historiques pour arriver à la législation actuelle sur le divorce. Et oui, il faut remonter très loin à la Révolution française. 1792 est instaurée la première loi autorisant le divorce par consentement mutuel ou par répudiation. Effet domino, de nombreux divorces vont être alors prononcés en France. Un mariage sur 3 est alors dissous, mais cette avancée sociale est de courte durée. 1816, la loi Bonald abolit carrément le divorce. Le monarchiste Louis de Bonald, pour la petite histoire, élu à la Chambre des députés, considérait le divorce comme un poison révolutionnaire. Allez, on avance. 1884, la loi Naquet reprend l'idée du mariage contrat. Le divorce est autorisé à condition qu'une faute soit commise, adultère, sévices et même excès ou injure grave. Le plaignant a droit alors à une pension et à la garde des enfants. Et le divorce moderne, si je puis dire, tel qu'on le connaît, depuis quand existe-t-il? Il date du 11 juillet 1975, donc c'est la grande réforme du divorce. Les conditions sont alors modifiées sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une réforme en profondeur qui va simplifier les procédures. Il n'est plus motivé uniquement par une faute de l'un des époux. La notion de consentement mutuel revient, elle est réintroduite. C'est la fin de la culpabilité et du divorce sanction qui devient un remède en cas d'échec. Et là, j'ai une question maintenant pour notre avocate qui est au téléphone. Il y a eu de nouvelles simplifications depuis. Maître, on peut maintenant divorcer sans juge. Comment ça se passe? Alors, un divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, ça signifie effectivement que chaque époux a son propre avocat.
pour que l'équilibre soit respecté. Ensemble, les deux avocats travaillent de concert pour établir une convention de divorce. Cette convention de divorce prévoit à la fois les modalités de la liquidation de la communauté, s'ils sont sous régime de communauté ou effectivement en régime de séparation, la résidence actuelle des enfants et toutes les conséquences du divorce. Une fois qu'on a recueilli l'accord des deux parties, après un envoi de cette convention recommandée, on signe dans un cabinet d'avocats en présence de tout le monde ladite convention et nous ensuite on l'adresse au notaire. On a 7 jours pour l'adresser au notaire et le notaire a 15 jours pour l'enregistrer dans ses minutes. Et c'est l'enregistrement chez le notaire qui fait foi et qui donne force exécutoire à la convention de divorce. Katia Chemin-Normandin, très rapidement, vous êtes avocate spécialisée en droit de l'enfant. L'enfant a aussi un rôle à jouer dans le divorce. Comment le préserver, surtout si le divorce est conflictuel ? Alors ça c'est la bonne question. Alors la difficulté c'est que souvent l'enfant devient l'objet convoité par chacun des parents. Donc le préserver, c'est essayer quand même de le laisser à sa place d'enfant et de ne pas du tout le placer au milieu comme arbitre entre je suis ta mère et j'ai raison, ton père il a tort et vice versa. Parce que là ça a des conséquences assez dramatiques sur les enfants. Merci beaucoup Katia Chemin-Normandin d'avoir été avec nous. Dernière question pour vous, Aurélie Bouvier. Finalement, c'est quoi un divorce réussi ? Moi, je dirais que c'est un divorce qui a été bien préparé de concert entre l'avocat et le notaire. Plus vous anticipez avec les deux spécialistes de droit de la famille, plus vous pourrez dessiner un accord équilibré entre vous. Voilà, l'anticipation, c'est le maître mot. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Mais avant, je vais vous poser à vous aussi, Katia Chemin-Normandin, la question. C'est quoi pour vous, en tant qu'avocate, un divorce réussi ? On a encore un tout petit peu de temps. Un divorce réussi, je rejoins exactement ce qu'a dit le notaire, effectivement. C'est aussi un divorce où il n'y a pas un des deux époux qui se sent complètement lésé par l'autre. Et du coup, l'anticipation permet d'éviter ce sentiment. Merci beaucoup. On va suivre vos conseils à la lettre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Céline, également. Demain,